un plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro du débrief sur Média. Merci de nous rester fidèles. En République de Guinée, le pouvoir de transition a jusqu'au 1er août prochain pour travailler avec le nouveau médiateur de la CEDEAO, Boni Yayi, afin d'arriver à une durée de la transition plus acceptable. Les dirigeants ouest-africains ont rejeté la durée de 39 mois proposée par les autorités guinéennes. Quelle concession des autorités guinéennes pour une transition réussie dans le pays? Comment est-ce que la CEDEAO pourrait également accompagner la transition guinéenne, le développement en première partie d'émission? Et puis au Burkina Faso, l'ancien président Blaise Compaoré a participé à une rencontre entre chefs d'État à Ouagadougou. L'initiative est du lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba, l'actuel président de la transition burkinabé. L'objectif est d'arriver à une cohésion nationale dans le pays. Comment les Burkinabés peuvent concilier volonté de réconciliation et nécessité de rendre justice? Quelle politique de lutte contre le terrorisme au Burkina? Le développement en seconde et dernière partie d'émission. Pour en parler sur ce plateau avec nos invités, nous sommes avec M. Djibril Ning. Vous êtes analyste politique et membre de la société civile sénégalaise. Toujours un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Merci Daouda, c'est toujours un plaisir de me retrouver sur le plateau du débrief, en débat avec vous et avec aujourd'hui notre ami Thiaw. Merci beaucoup à vous et Pape Ousmane Thiaw. Merci également d'avoir répondu présent à notre invitation. Vous êtes docteur en sciences, doctorant autant pour moi en sciences politiques, également spécialiste des questions de sécurité. Merci d'avoir bien voulu être là avec nous. Merci beaucoup M. Sow. Je tiens à vous remercier par rapport à l'invitation. C'est un honneur d'être là et d'être en face de M. Ning. Qui je suis sûr que c'est un excellent débatteur par rapport aux sujets qui seront évoqués aujourd'hui. Et je commence le sujet avec vous. D'ailleurs, après désistement de Mohamed Ibn Chambas, Boni Yayi a été désigné par la CEDEAO comme nouveau médiateur en Guinée. C'était à l'issue du sommet du 3 juillet dernier. Que pensez-vous aujourd'hui du choix porté sur l'ancien président béninois? L'ancien président béninois a un profil plutôt, disons, atypique parce que c'est un président qui, à un moment donné, a été au Bénin, a connu une alternance démocratique. Notamment, il a quitté le pouvoir de manière plutôt apaisée en Guinée, au Bénin. Et maintenant, il figure parmi les dirigeants politiques ouest-africains qui sont capables de mener ce genre de négociations, notamment en Guinée. Alors, la Guinée, comme tout le monde le sait, c'est un pays assez instable et il faut quelqu'un qui a une certaine carrure pour pouvoir mener à bien cette négociation avec la CEDEAO. Le président Boni Yayi, bien entendu, peut à un moment donné mener à bout ces négociations avec la junte guinéenne actuellement. Et M. Ning, que pensez-vous de ce profil, l'ancien président béninois désigné comme nouveau médiateur en Guinée, si l'on sait que son prédécesseur a été très contesté, surtout par les autorités guinéennes de transition? Tout à fait, merci. Je pense effectivement que M. Boni Yayi, ancien président du Bénin, a le profil de l'emploi. Déjà, il s'est exercé à la médiation dans plusieurs pays durant les élections des années passées. Au Sénégal, il est déjà passé en 2017 et en 2019. N'est-ce pas? Et je pense qu'il a été reçu un peu partout. En tout cas, nous l'avons rencontré. Et les échanges que nous avons eus avec lui étaient très fructueux et c'était très positif. Maintenant, c'est d'autant plus, disons, important de nommer un nouveau médiateur pour la Guinée que, en fait, la classe politique avait fait de ce point-là une conditionnalité pour répondre au dialogue politique. Notamment les membres du FNDC. Alors, mais en fait, nous y viendrons certainement tout à l'heure. Je pense qu'il faut déplorer aujourd'hui la gestion
de la transition, la répression. Nous reviendrons d'ailleurs à cette répression-là aujourd'hui des pouvoirs, que ce soit de l'opposition ou bien de membres de la société civile. Mais pour ce qui est de ce dialogue politique-là, déjà que ce soit la société civile, surtout même les politiques, les partis politiques aujourd'hui se disent être écartés en Guinée de la transition. Partagez-vous cet avis? Oui, je partage bien cet avis-là. Parce que au début, on ne pouvait pas soupçonner la junte, n'est-ce pas, d'une telle attitude, mais brusquement, les choses ont commencé à se compliquer. On a commencé à interdire les manifestations et ensuite, apparemment, il y a eu des divergences, manifestement, entre l'opposition et le pouvoir sur un certain nombre de points. Alors, je pense qu'il appartiendra justement aux médiateurs de prendre le contact des uns et des autres et peut-être de tirer au clair tout cela pour voir comment faire la symbiose entre les différents points de vue, entre les différentes positions. Mais je ne pense pas qu'il y ait un antagonisme aujourd'hui, tel que le dialogue politique ne soit pas possible en Guinée. Je pense que c'est des soubresauts ici et là, qui peuvent être dépassés autour d'une table. Voilà. Et on reste toujours avec ce médiateur. Les autorités guinéennes ont proposé en mai dernier une transition de 39 mois avant un retour à l'ordre constitutionnel, une décision à laquelle s'oppose la communauté ouest-africaine. Boni Yayi a donc la tâche de veiller à faire retrouver ce consensus-là pour un délai plus court. Selon vous, quelles doivent être les autres priorités du nouveau médiateur de la CEDEAO face à la situation en Guinée? Oui, parce que selon le communiqué du président de la transition, la durée de 39 mois qui a été retenue pour faire cette transition, c'était une durée médiane. Parce que durant les discussions, ils s'étaient mis d'accord sur une période allant entre 18 mois et 52 mois. Maintenant, d'après ce qu'ils disent, ils estiment que c'est une durée médiane, mais qui ne convainc pas du tout la CEDEAO, qui exige à un moment donné que cette transition puisse se faire dans les meilleurs délais. Maintenant, pour passer d'un pouvoir militaire à un pouvoir civil, c'est toujours compliqué parce qu'il faut d'abord mettre les bases allant dans le sens de sécuriser le pays, les différentes zones du pays, et aussi mettre les bases en fait, allant dans le sens de créer des institutions fiables, en fait. Parce que si on regarde un peu l'historique de la Guinée, on se rend compte que la Guinée a surtout un problème d'institutions solides. Maintenant, le président de la transition, le président de la junte, estime qu'actuellement, qu'il ne s'agit pas forcément de passer passer le pouvoir aux civils de manière précipitée, mais qu'il fallait peut-être prendre le temps nécessaire pour faire la transition. Maintenant, il y a beaucoup de soubresauts qui sont... M. Thiaw, par rapport à ce temps nécessaire-là, aujourd'hui, au Burkina, par exemple, au-delà de cette question de refondation des institutions, il y a la question sécuritaire. Au Mali, même chose. Au-delà de la refondation des institutions, il y a la situation sécuritaire dans une partie du pays, ce qui n'est pas le cas en Guinée. Donc, est-ce que 39 mois, ce n'est pas trop long pour aujourd'hui refonder les institutions guinéennes? Bon, à mon sens, oui, parce que une transition, moi je pense que maximum, on peut tabler sur 18 mois. Maintenant, il y a beaucoup de soupçons qui vont à l'encontre de la junte malienne disant que oui, actuellement, leur objectif c'est de confier le pouvoir aux civils de la manière la plus lente possible, ou même de ne pas surtout confier le pouvoir aux civils. Et ça, ce sont des préoccupations plutôt légitimes de la communauté internationale et de la communauté ouest-africaine, bien entendu. D'ailleurs, j'ai lu hier une interpellation de l'ONU vis-à-vis de la junte militaire guinéenne, lui disant qu'il fallait à un moment donné autoriser non seulement les marches des populations, mais aussi faire en sorte que la transition puisse se faire de la manière la plus rapide possible. Mais qu'est-ce qu'a répondu le président de la junte, notamment son porte-parole, disant que oui, nous n'allons autoriser les manifestations politiques que lorsque toutes les conditions pour les encadrer seront réunies. Donc on dirait qu'il y a une petite volonté pas affichée pour l'instant, mais une volonté de retenir le pouvoir le plus longtemps possible.
Et ça, je crois que les différents observateurs ont raison de vouloir s'inquiéter par rapport aux véritables ambitions de cette volonté-là risque également de se heurter à la fermeté de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, puisque passé le 1er août, délai de rigueur pour la transition en Guinée, c'est-à-dire pour des réponses en fait à la CEDEAO, pour répondre sur la véritable durée, puisque 39 mois c'est inacceptable pour la CEDEAO, des sanctions économiques et financières, ainsi que des sanctions ciblées contre des individus ou groupes entreront immédiatement en vigueur. C'est-à-dire si au-delà du 1er août, aujourd'hui, les autorités guinéennes de transition ne présentent pas une durée plus acceptable, en tout cas plus courte que cette durée de 39 mois, les sanctions financières vont directement entrer en vigueur. Monsieur Gningue, pensez-vous aujourd'hui que les autorités de transition sont prêtes à aller jusqu'à ce niveau en fait? Oui, je pense que ces autorités guinéennes... Parce que déjà, on a vu au Mali les conséquences de ces sanctions financières-là. Ces sanctions financières ont plus impacté les populations que les dirigeants ou bien les responsables de la transition. Tout à fait. Tout à fait. Je pense que... on aurait pu accorder à la junte cette possibilité d'une transition sur 36 mois, sur 39 mois, etc. Parce que il y a beaucoup de choses à faire. Est-ce que cela ne constituerait pas un risque? Non, j'arrive justement. Mais, si on met en avant les préoccupations des populations, justement, par rapport à ces sanctions qui peuvent avoir lieu s'il y a des accords avec la CEDEAO, je pense qu'ils devraient revoir un peu leur copie et se conformer à ce délai de 24 mois, justement, pour essayer de reporter certaines choses qu'ils avaient en vue à la charge de celui qui va être élu après cette durée-là. Parce qu'il ne faut pas également qu'ils aient la prétention de tout régler, n'est-ce pas? Alors que celui qui va être élu au terme de ces 24 mois aura justement la tâche de régler un certain nombre, tous ces problèmes-là. Donc, c'est ça que je dis. Donc, face à cette situation-là, selon vous, quelles concessions à faire par les autorités guinéennes? Quelles sont les concessions que les autorités guinéennes doivent faire pour en arriver à cette situation-là que vous proposez? Oui, je pense qu'on devrait leur permettre juste, s'ils veulent mettre en place une nouvelle constitution, de le faire. Je pense que c'est possible en 24 mois de faire un référendum. Oui, de mettre en place un processus électoral, n'est-ce pas, intègre et transparent, n'est-ce pas, avec, n'est-ce pas, une commission électorale indépendante. Voilà. Et puis, de remettre sur pied un certain nombre d'institutions qui peut-être ont eu des problèmes. Je pense par exemple à l'état civil. Si l'état civil a des problèmes, des élections, il y a une connexion. Les élections, vous ne pourrez pas avoir un fichier électoral, n'est-ce pas, fiable, normal, etc. Donc s'il y a des institutions qui ont un problème pour fonctionner et dont le non-fonctionnement peut influer, n'est-ce pas, sur la transition, n'est-ce pas, de façon négative, il faut qu'on leur donne la possibilité de régler ces choses-là. Bon, et ça, à mon avis, 24 mois, c'est trop juste, mais enfin, c'est possible si également on leur apporte tout l'appui nécessaire sur le plan technique et sur le plan financier. Tout à l'heure, je le disais. Et je pense que... Allez-y. Mais tout à l'heure, je le disais, la Guinée est un pays totalement très déstructuré sur le plan institutionnel. Je ne sais pas si vous êtes une fois rendu à Conakry, mais c'est un pays où, c'est une ville où parfois il y a des coupures d'eau, d'électricité, et ça c'est inacceptable pour un scandale géologique comme la Guinée. Il n'y a pas d'institution suffisamment forte pour pouvoir porter les ambitions démocratiques qu'envisage la CEDEAO actuellement et toute l'Afrique de l'Ouest. Maintenant, le Mali, c'est un cas différent. Le Mali a des problèmes sécuritaires, et ça c'est compréhensible. Mais la Guinée a un problème institutionnel. Oui, parce qu'on s'est rendu compte que l'ancien président Alpha Condé a gouverné le pays de manière
assez solitaire, qu'il prenait les principales décisions, notamment par rapport aux concessions minières. Je ne sais pas si vous lisez l'actualité de la Guinée, mais il y a beaucoup de tiraillements qui ont cours actuellement entre la junte actuelle. Et d'ailleurs, les premières décisions même du président Doumbouya, c'était dans ce sens-là, les concessions minières. Oui. Et il y a actuellement une certaine lutte des tiraillements entre la junte et les grandes compagnies minières installées au niveau du sud-est de la Guinée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que peut-être que la junte a actuellement à cœur de remettre l'économie, et même sur la Guinée, l'économie guinéenne sur les rails, institutionnellement faire en sorte que la Guinée puisse avoir des institutions fortes, peut-être lutter contre la corruption, mais ça c'est relatif quand on parle d'Afrique de l'Ouest, et avant de peut-être pencher à passer le pouvoir à une élite civile. Mais déjà, est-ce que cela peut se faire dans les conditions actuelles? Je m'explique. Vous avez parlé tout à l'heure de l'interdiction des manifestations. Oui. Déjà, ces manifestations sont interdites dans tout le pays durant toute la durée de la transition. Oui. Déjà, c'est d'autant plus qu'officiellement, pour l'instant, c'est encore 39 mois. Donc, pour 39 mois, les manifestations publiques sont interdites dans tout le pays. Une décision déjà très contestée à l'intérieur du pays et même hors du pays. Quelle lecture faites-vous déjà de cette décision du pouvoir guinéen? Interdire des manifestations sous prétexte que le pays a besoin de stabilité pour que la transition puisse bien se dérouler. Oui, mais vous savez, quand on prend un pouvoir dans un pays, le plus souvent on a besoin de stabilité pour pouvoir dérouler son agenda. Bien entendu, toute interdiction de manifestation est a priori antidémocratique. Mais est-ce que cela ne crée pas également instabilité? Oui, bien sûr. L'interdiction ne risque-t-il pas de créer Oui, c'est a priori antidémocratique, mais on s'attendait tous à ce qu'une junte militaire mette en place un certain nombre de restrictions dans le pays. Parce qu'on ne peut pas demander à un lieutenant-colonel d'agir comme quelqu'un qui est sorti de, disons, comme un intellectuel qui est sorti de l'ENA ou quelque chose du genre. Vous voyez un peu. Donc, peut-être qu'à un moment donné, je me rappelle avoir posé cette question à un de mes professeurs. De plus en plus, ces officiers font les grandes écoles. Justement, je me rappelle avoir posé cette question à un de mes professeurs, le défunt colonel Sidi Sadi, qui nous avait en technique de résolution du conflit. Il nous a dit, je lui ai posé la question de savoir pourquoi il n'y avait que les sous-officiers, souvent, qui étaient le plus souvent prompts à perpétrer des coups d'État. Il a pris du temps à me répondre, mais il m'a en gros dit qu'ils n'ont pas forcément la même culture démocratique que, par exemple, les généraux, parce que souvent ils sortent de grandes écoles, etc. Donc il y a un problème de perception de la démocratie, il y a un problème de perception de notions comme la liberté, notamment de manifester, que la junte n'a pas forcément. Du coup, c'est plus facile pour elle d'interdire les manifestations, disant que, parce que en faisant ça, c'est comme si on défiait l'autorité militaire. Et je ne sais pas si vous connaissez un peu comme les militaires réfléchissent. Souvent, ils pensent que le simple fait de les contredire ou d'agir qu'un ordre est à exécuter, c'est une forme de défiance par rapport à leur autorité. Donc, c'est pour cela, en gros, entre autres, une des raisons pour lesquelles les manifestations sont interdites. Mais bien entendu, c'est antidémocratique. Bien entendu, ils auraient pu, à un moment donné, laisser la société civile et les autres jeunes manifester, parfois demander plus de transparence, etc. Ça, il en va de la stabilité de la Guinée. Et pour rester sur cette question de la stabilité, M. Nyingue, est-ce que cette interdiction-là des manifestations également n'est pas cause d'instabilité, puisque beaucoup d'acteurs aujourd'hui défient cette interdiction et eux comptent manifester malgré cela? Tout à fait. Je pense que c'est une cause profonde d'instabilité et même de dérive. Voyez, parce que la dernière fois, après la réunion de la CEDEAO et les mesures prises par la CEDEAO, des membres du FNDC se sont réunis justement à leur siège et c'est là qu'on les a trouvés pour les bastonner, pour les torturer et jeter en prison certains d'entre eux. Voyez. Je pense que ça, c'est reconduire un certain nombre de pratiques contre lesquelles ils ont prétendu lutter et qui étaient mises en œuvre par l'ancien régime, et qui avaient vraiment révolté véritablement le peuple guinéen. Alors, je pense que vraiment, ils ont tout intérêt, s'ils veulent une transition qui se passe de façon douce, n'est-ce pas, stable, ils ont tout intérêt à autoriser, à reconnaître les libertés fondamentales, les libertés d'expression, de marche, de réunion, d'association. Ça, c'est les libertés fondamentales.
c'est le minimum, c'est le socle minimal sur le plan démocratique, sans lequel on ne peut pas parler de démocratie. Ouais. Il serait illusoire de parler de transition pour une remise quelconque d'un pouvoir à des civils. Et on reste avec ces libertés, des arrestations tout azimut et poursuites judiciaires sont aussi enregistrées en Guinée après les chefs d'accusation contre Cellou Dalein Diallo et l'ancien président Alpha Condé qui a été autorisé à aller se soigner hors du pays. Mohamed Diané également, l'ancien homme fort du pays et autres dignitaires du régime sont actuellement sous mandat de dépôt. Des membres du FNDC, vous l'avez rappelé tout à l'heure, le Front national de défense de la Constitution, avait été brutalement arrêté, quelques jours plus tard acquitté et libéré également. Cela ne fait-il pas beaucoup de fronts aujourd'hui ouverts par Doumbouya et son gouvernement? Tout à fait. Je pense qu'il ouvre là beaucoup de fronts et il s'expose non seulement à des sanctions sur le plan international, et là je vais au-delà même de la CEDEAO, par la communauté internationale, mais il s'expose à un soulèvement, simplement. Le peuple guinéen en a vu de toutes les couleurs. Depuis une cinquantaine d'années. Oui, c'est vrai. Oui. Donc ce n'est pas demain la veille que ce peuple va se soumettre comme ça et va accepter une répression tous azimuts et qu'on nie leurs libertés, notamment les libertés fondamentales. Voilà. Il y a peut-être un certain nombre de droits qui peuvent être suspendus dans une transition, ça on peut le comprendre, mais pas les libertés fondamentales. Il faut bien là qu'on s'entende et de façon très claire. Et on reste toujours avec cette question des libertés fondamentales, M. Thiaw. Déjà, la plupart de ces arrestations-là aujourd'hui, à l'origine, c'est la Cour de répression des infractions économiques et financières au niveau de la Guinée. Si c'est au niveau aujourd'hui d'un pays comme le Bénin, on parle de Cour de répression aujourd'hui des infractions financières et du terrorisme, de la CREI au Sénégal, Cour de répression de l'enrichissement illicite. Autant de tribunaux ou bien de cours spéciales qui sont accusés en tout cas et qui sont accusés même d'être politisés très souvent. En tant que juriste aujourd'hui et spécialiste aujourd'hui de la science politique et des questions de sécurité, partagez-vous cet avis? Moi, je crois que ceux qui actuellement ont des doutes par rapport à la bonne foi de la junte guinéenne ont des raisons de se faire du souci, tout simplement parce que ces arrestations tous azimuts que l'on constate depuis le début, notamment d'opposants politiques, de politiciens de l'ancien régime, on a un peu l'impression que c'est une stratégie pour éliminer certains peut-être adversaires politiques. C'est pour cela que justement, je le disais tout à l'heure, ceux qui actuellement soupçonnent la junte guinéenne de vouloir conserver le pouvoir le plus longtemps possible n'ont pas tout à fait tort. Parce qu'on voit que c'est un procédé qui est un peu partout, qui est un peu répandu un peu partout en Afrique de l'Ouest. La cour dont vous venez de parler en Guinée est l'équivalent de la CREI ici au Sénégal. On sait tous comment la CREI a été utilisée pour éliminer les adversaires politiques. Et de la CRIET aussi exactement, au Bénin, qui a eu à condamner une opposante comme Rekia Madougou. Donc moi, ce que j'estime, c'est-à-dire que le renversement du régime de Alpha Condé ne s'est pas fait de manière violente. Il y a eu un coup d'État sans pour autant qu'il y ait eu des morts de manière substantielle. Il y a eu des morts militaires, mais pas de morts civiles, d'après les infos que j'ai. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'objectif était de prendre le pouvoir, de remettre le pays sur les rails et de peut-être rendre le pouvoir aux civils. Mais on se rend compte qu'ils ont récupéré le pouvoir, bien entendu, mais ils sont en train de mettre en place plusieurs stratégies pour éliminer clairement une certaine partie de la classe politique guinéenne. Et ça veut tout dire. Pour mon analyse avertie, ça veut justement dire qu'il se pourrait que la junte guinéenne ne tienne pas forcément ses engagements par rapport à une transition démocratique calme, par rapport aussi au fait de passer le pouvoir de manière apaisée à une élite civile. Vous voyez, donc ça c'est... Et par rapport à cela, M. Ning, vous parliez tout à l'heure d'accompagnement. Aujourd'hui, face à cette situation que traverse la Guinée, comment la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, peut accompagner aujourd'hui la Guinée pour lui permettre de mener à bien cette transition-là? Oui, je pense effectivement que Yaya Boni est très bien placé d'ailleurs. Dans ce cadre-là, je disais que s'il y a un certain nombre de chantiers, notamment au plan institutionnel,
à régler, ce serait tout à fait légitime. J'ai cité l'état civil tout à l'heure. Ils ne peuvent pas remettre le pouvoir avec un état civil qui est dans un certain état. Les élections ne seraient même pas possibles sur le plan de la fiabilité. La justice et l'Assemblée nationale, voilà des institutions. Vous ne pouvez pas, parce que les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Si vous passez le pouvoir à un autre, qui qu'il soit, avec ces institutions-là, dans un certain état, ça veut dire qu'il y a toutes les chances ou tous les risques pour que un certain nombre de causes soient reproduites, pour que, en tout cas, on ne sorte pas de sitôt de la situation, mais plutôt qu'on aille vers des dérives. Alors, donc, je pense que la CEDEAO devrait avoir l'intelligence d'accompagner le pouvoir guinéen, la junte, justement, dans ce sens-là, dans le sens de remettre sur pied, n'est-ce pas, un certain nombre d'institutions telles que l'état civil, telles que la justice, telles que l'Assemblée nationale, qui vont accompagner, n'est-ce pas, le processus électoral et qui vont accueillir non seulement le nouvel élu, mais qui vont l'accompagner jusqu'à ce qu'il puisse commencer à mettre en place son programme et à le mettre en œuvre. Vous voyez, ce ne sera pas dans le vide, n'est-ce pas, qu'il peut mettre en place un programme. Accompagner aujourd'hui la Guinée, accompagner les autorités de transition, c'est ce que veut également la CEDEAO dans un autre pays qui subit une transition. Il s'agit du Burkina Faso et ce sera la thématique en seconde partie d'émission. Retour sur ce plateau pour la seconde et dernière partie du débrief. Monsieur Gningue, bien que condamné par contumace en début avril à la perpétuité, ainsi que 9 autres de ses co-accusés et 800 millions de francs CFA à payer à titre de dommages et intérêts, l'ancien président Blaise Compaoré a à nouveau foulé le sol de Ouagadougou, le temps de répondre à l'invitation de l'actuel président de la transition burkinabé, Paul-Henri Damiba. Quelle appréciation déjà faites-vous de cette audience entre anciens chefs d'État, entre l'ancien chef d'État et l'actuel homme fort du pays? Oui, ça me semble être véritablement une forfaiture vraiment qu'on ne peut pas, qui ne passe pas inaperçue et qu'on ne peut pas laisser passer. Blaise Compaoré ne peut pas être condamné, n'est-ce pas, de la manière dont il l'a été sur l'affaire Sankara, n'est-ce pas, et que par la suite on lui déroule le tapis rouge, qu'il descende, n'est-ce pas, au Burkina, sous prétexte, n'est-ce pas, d'un conclave qu'on voudrait organiser, n'est-ce pas, sur la réconciliation et pour faire face au terrorisme. Ça, vraiment, je dis, c'est une véritable forfaiture. Bon, maintenant, je peux essayer de comprendre pourquoi. Parce qu'effectivement, avec tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire entre 2000 et 2010, n'est-ce pas, il y avait beaucoup d'officines, beaucoup de milieux, n'est-ce pas, qui soupçonnaient Blaise Compaoré, n'est-ce pas, et Soro, n'est-ce pas, qui avaient des relations très étroites, n'est-ce pas, d'activer un certain nombre de troupes venant du Libéria, etc. et autres, avec la sécession, disons, les tentatives de sécession du Nord, n'est-ce pas, avec l'attaque de Korogo, d'Abidjan et de l'autre ville, n'est-ce pas. Et par la suite, ils se sont retirés au niveau du Nord, n'est-ce pas, et mis à contribution des troupes qui sont venues du Libéria. Et depuis des années aussi, il y a le président Blaise Compaoré qui manifestait sa volonté de revenir au Burkina Faso malgré la nationalité ivoirienne acquise. Voilà, et ce n'est pas un hasard donc qu'il se soit réfugié par la suite en Côte d'Ivoire. Vous voyez. Alors, cela montre un peu les relations étroites qu'il a avec la Côte d'Ivoire. Il semble même qu'il a joué un rôle dans la coopération entre Soro et Ouattara. Vous voyez. Donc, je comprends que ces possibilités, cette capacité que peut-être qu'il prête à Blaise, n'est-ce pas,
d'être en lien, en relation avec un certain nombre de milieux terroristes, entre guillemets, je comprends que ça puisse l'amener à l'associer à une stratégie, à la mise en place d'une stratégie de lutte, n'est-ce pas, au terrorisme. Mais je pense que les convenances républicaines, les convenances démocratiques devaient lui interdire véritablement de l'inviter comme il l'a fait pour l'associer à cela. Cela ne veut pas dire que ces partisans qui sont restés au pays et sont partis ne peuvent pas et ne doivent pas être associés à une dynamique de réconciliation et au processus, n'est-ce pas, de refondation. Donc il faut distinguer les deux choses. Tout à fait. Son parti est la personne de l'ancien président Blaise Compaoré. Monsieur Thiaw, déjà pour Monsieur Gningue, c'est une forfaiture aujourd'hui, la façon avec laquelle même cela a été fait. Et vous, partagez-vous ce point de vue? À moitié, parce que moi je considère que la question sécuritaire a pris le dessus sur la question politique. Parce que Damiba, quoi qu'on puisse dire, il n'a pas les mêmes passifs que Roch Marc Christian Kaboré. Donc il avait plus de liberté par rapport aux décisions qu'il pouvait prendre allant dans le sens de stabiliser le Burkina. Parce que si on se souvient bien du Burkina, c'est après le départ de Compaoré qu'on a eu les premières attaques terroristes faisant des centaines de morts. Actuellement, on est à plus de 2000 voire 5000 morts au Burkina depuis le début des attaques terroristes. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Et une progression de la menace même vers le Bénin. Vers le Bénin. Donc, et surtout actuellement, tous les groupes terroristes qui font ce qu'on appelle un repli stratégique depuis le Mali, mais pénètrent soit vers le Niger, soit vers le Burkina. Et ça a tendance à exacerber la menace terroriste au sein du pays. Donc, moi j'estime, en tant qu'observateur, que la raison pour laquelle Damiba a rappelé Compaoré dans un processus de réconciliation nationale, c'est surtout pour l'aspect sécuritaire. Parce que Compaoré, tout le monde sait qu'il a des touches au sein de certains groupes armés, qu'il a des réseaux là-bas et qu'il pourrait à un moment donné contribuer à l'effort de stabilisation sécuritaire du pays. Mais sur le plan politique, bien entendu, c'est une aberration. Pourquoi? Parce que tout le monde sait ce qui s'est passé en 1987 avec l'assassinat de Thomas Sankara, dont sa responsabilité a été prouvée par la justice. Il a été condamné à perpétuité justement, moi, je considère que Damiba a attendu le fait qu'il soit condamné pour pouvoir le rappeler. Parce que souvent, il faut que l'action en justice s'éteigne pour pouvoir mettre en place certains mécanismes allant dans le sens de réhabiliter une personne. Et d'ailleurs, à la suite du coup d'État contre Roch Marc Christian Kaboré, tout le monde se posait la question à savoir quand sera-t-il du procès Sankara. Mais dès qu'il a pris le pouvoir, Damiba a été clair que le procès doit se poursuivre et aller jusqu'à son terme. C'est parce qu'il ne pouvait pas aller à l'encontre de la volonté du peuple. Il ne pouvait pas. Le procès de l'assassinat de Thomas Sankara était une demande populaire. Depuis 2014. La condamnation, le jugement et la condamnation n'ont pu se faire qu'en 2022, tant mieux. Maintenant, je crois que le Burkina, qui était un havre de paix comme le Sénégal, n'a jamais connu d'attentats. C'était le pays des hommes intègres, un pays calme, enclavé bien entendu, mais calme. La question sécuritaire a pris le dessus sur la question politique, je l'ai dit tout à l'heure. À un moment donné, il faut faire en sorte que ce bain de sang, parce que c'était un véritable bain de sang, j'ai travaillé quelque part dans un cabinet de sécurité récemment, et on voyait à chaque fois qu'il y avait des attaques, mais c'était c'est des centaines de morts au minimum, plusieurs dizaines de morts, parfois jusqu'à 500. Et ça, c'était pour un président qui vient pour quelqu'un qui vient d'accéder au pouvoir, parce que ce n'est pas un président élu, il fallait trouver des alternatives allant dans le sens de stabiliser ce pays. Mais parmi ces alternatives-là, aujourd'hui, le fait de recevoir en audience à Ouagadougou l'ancien président Blaise Compaoré, est-ce que cela ne va pas à l'encontre de la demande sociale dont vous avez parlé tout à l'heure? C'est-à-dire le procès, c'était une demande du peuple burkinabé. Oui. Donc cette audience-là, est-ce que cela ne va pas à l'encontre du bon vouloir de ce peuple burkinabé? Ah oui, bien sûr, mais à un moment, est-ce qu'on a eu un communiqué officiel sur lequel on dit clairement quel sera le rôle
de l'ancien président sur le processus de paix et sur le processus de sécurisation du pays. On ne l'a pas encore spécifié, d'après ce que je sais. Officiellement, non. Maintenant, oui, explicitement non, mais maintenant, on attend de voir en quoi l'ancien président Compaoré va participer au processus de réconciliation nationale et au processus de sécurisation du pays. Bien entendu, c'est pas pour tous les démocrates, on peut sauter de leur siège en disant que c'est une aberration, c'est quelque chose qu'il ne fallait pas à un moment donné faire. Mais je crois, comme je l'ai dit tout à l'heure, que les considérations sécuritaires ont un peu pris le dessus sur la volonté populaire même du pays. Et on reste toujours avec ce point. Initialement, l'audience en question devait réunir 5 anciens chefs d'État burkinabés autour de Damiba. Il devait s'agir de Jean-Baptiste Ouédraogo, Isaac Zida qui se trouve présentement au Canada, Michel Kafando, Blaise Compaoré et Roch Marc Christian Kaboré. Mais au final, seuls 3. Les 3 ont décliné aujourd'hui l'invitation, à savoir Zida, comment dirais-je encore, Kaboré et également le 3e Kafando. Donc il n'y avait que Compaoré et Ouédraogo autour du président Damiba. Déjà, quelle réaction par rapport à cette attitude des 3 présidents? Le président Roch Marc Christian Kaboré a décliné au dernier moment puisque ses partisans n'ont pas voulu qu'il participe à cette rencontre-là. Zida a évoqué son statut au Canada qui ne lui permettait pas ce déplacement. Tout à fait. Je suis tout à fait en phase avec ces anciens présidents qui ont décliné. Pour ne pas être mêlés à une affaire très sulfureuse finalement, à une affaire vraiment qui ne montre aucun respect vis-à-vis du peuple burkinabé et même du peuple africain, des peuples africains. Parce que tout le monde a été choqué en 87 par l'assassinat de Thomas Sankara dans les conditions dans lesquelles il a été assassiné. Alors, mais maintenant, justement, les gens doivent se poser la question de savoir est-ce que Damiba, quelque part, n'est pas un homme de Blaise? Parce que Blaise et Diendéré, on sait, ils habitent beaucoup d'hommes dans l'armée, dans la police et autres. Donc le fait de les expulser et de condamner Diendéré et certains d'entre eux n'épuise pas les hommes qu'ils ont pu placer un peu partout. Ne serait-il pas peut-être même à l'origine de ce coup d'État, justement, de façon assez opportune, sachant que, comme ancien chef d'État, le peuple en avait marre, même les agents de renseignement, peut-être qu'ils contrôlent encore certains, peut-être que les renseignements continuaient à lui arriver, ou via d'autres réseaux, etc., d'autres canaux, occidentaux ou autres, etc. Alors, vous voyez, c'est vraiment très troublant, et c'est pourquoi je pense que ces 3 anciens présidents, certainement, ils ont peut-être d'autres raisons, mais en tout cas, je pense que ces raisons que moi j'évoque sont déjà suffisantes pour qu'ils puissent décliner l'invitation et finalement le laisser en face de Damiba. Je pense que c'est un mauvais coup que Damiba est en train de jouer. Je sais pas si vous Alors, avez par vu ailleurs, il est très important. Les questions d'environnement sécuritaire. Aujourd'hui, on est dans un contexte mondial dans lequel le dispositif sécuritaire est aussi important que l'environnement sécuritaire. Ça veut dire quoi? Déjà, au niveau du dispositif sécuritaire, on sait nos armées, la faiblesse en équipement, en termes de formation, en termes de renseignement, en termes de financement, n'est-ce pas? Donc le dispositif lui-même est fait. Et du point de vue environnement sécuritaire, je disais tout à l'heure ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Et les réseaux, un certain nombre de réseaux dormants depuis lors, dans la sous-région. Ce qui s'est passé au Mali, dans le nord Mali, et un certain nombre de réseaux qui ne sont même pas dormants, mais qui se réfugient carrément au Burkina ou au Niger, etc. Ce qui s'est passé en Libye et son impact et au Mali et dans d'autres pays comme dans ces différents pays des 3 frontières, le Niger, le Tchad, n'est-ce pas, tout ça. Alors, donc, ce n'est pas un Blaise Compaoré comme ça qui peut
d'un coup de baguette magique, régler cette question d'environnement sécuritaire qui dépasse la personne. Et d'autant plus qu'au-delà de dépasser la personne, aujourd'hui, la situation sécuritaire au Burkina dépasse même la superficie géographique du Burkina et va au-delà. On parlait tout à l'heure du golfe de Guinée. La menace aujourd'hui de plus en plus progresse vers le golfe de Guinée et la question également touche toute la zone Sahel. Donc, on reste avec l'ancien président Blaise Compaoré. Tout à l'heure, vous le disiez, M. Thiaw, officiellement, il n'y a pas encore de rôle clairement défini de comment est-ce qu'il pourra aujourd'hui contribuer face à la situation sécuritaire. Mais selon vous, quel apport Blaise aujourd'hui pourrait donner face à la situation sécuritaire aujourd'hui au Burkina Faso? Oui, je le disais tout à l'heure, lui, il a une certaine connaissance des leviers sécuritaires à activer pour stabiliser le pays. Mais beaucoup d'années se sont écoulées. Les choses n'ont pas changé, les chefs de ces groupes n'ont pas changé et tout. Beaucoup d'années se sont écoulées et aussi, mais il faut pas oublier une chose, c'est que durant ces 27 ans de règne, 27 ans de pouvoir, il a réussi à stabiliser le pays et à en faire un endroit au moment où, par exemple, le Mali était attaqué de tous parts par les groupes terroristes, mais le Burkina était encore un pays paisible. C'est après son départ qu'on a eu les premiers attentats terroristes à partir de 2015. Ça, c'est une date qui permet d'indiquer clairement qu'il y a peut-être eu une absence peut-être d'organisation, peut-être d'information et d'organisation qui fait à un moment donné que le Burkina a subi ses premières attaques terroristes. Donc maintenant, le pouvoir en place, la junte en place, pour pouvoir trouver des solutions par rapport à cette situation sécuritaire, pourrait avoir besoin de ces informations. Déjà, c'est important, un président, il en sait beaucoup sur son pays. Aussi de ces données sans venir. Oui, mais j'en viens, mais d'abord de ces informations, de ses relations avec la Côte d'Ivoire. C'est un président qui a beaucoup de relations avec le président Ouattara en Côte d'Ivoire, mais aussi de ses contacts par rapport aux groupes armés terroristes, parce que plusieurs informations sont disponibles sur le fait que il avait des contacts. Il a des contacts au niveau des groupes terroristes. Son objectif, c'est de faire en sorte que ces pays, d'où l'objet de ma relance. Si par exemple, il a autant d'informations et que ça pourrait être l'une des raisons qui font qu'aujourd'hui, Damiba veut compter sur lui par rapport à ce retour de la stabilité au Burkina. Qu'est-ce que Damiba fait également de la case justice, de la décision de justice qui a été rendue et qui a condamné par contumace Compaoré à une peine de prison à perpétuité? Actuellement, rien ne garantit que sa contribution pourrait apporter clairement une stabilité sur le plan sécuritaire au Burkina Faso. Maintenant, le président Damimba a contourné un certain nombre de préceptes démocratiques et judiciaires pour le faire revenir au pays. Ça, on n'en disconvient pas, c'est antidémocratique, c'est en marge de la morale, etc. Mais peut-être qu'il est dans une logique de réel politique. Il a été rattrapé par les considérations sécuritaires et sécuritaires, oui, justement. Et il tient à un moment donné à faire en sorte que le pays soit que les attentats terroristes que l'on constate depuis plusieurs années sur le sol burkinabé, que ça puisse être endigué à un moment donné et que ces activités terroristes puissent cesser. Vous voyez, donc ça, je crois que c'est une priorité pour n'importe quel président. Je me souviens du Mali, lorsque le Mali a parlé d'une période de transition de plus de 24 mois, ils avaient invoqué le risque sécuritaire. Vous voyez, donc il a invoqué, moi d'après ce que je sais, il a invoqué le risque sécuritaire pour rappeler l'ancien président au mépris des considérations politiques, au mépris des considérations judiciaires qui sont condamnables, bien entendu. Et encore une fois, c'est la population burkinabé qui trinque. Mais n'y avait-il pas d'autres canaux, M. Ning, à activer si l'on sait qu'aujourd'hui, beaucoup de mécanismes, beaucoup d'actions, beaucoup d'initiatives sont mis en œuvre au-delà même du Burkina, qui aujourd'hui a sa stratégie nationale de lutte contre le terrorisme, au niveau du G5 Sahel, au niveau de la CEDEAO, au niveau de l'Union africaine. Beaucoup de mécanismes existent aujourd'hui dans le cadre de cette lutte contre le terrorisme. Pourquoi aujourd'hui la solution, ou bien l'une des solutions, devrait être l'ancien président Compaoré? C'est une belle question parce que justement, même au niveau de la coopération internationale, il est possible sur le plan sécuritaire d'avoir de l'aide, d'avoir une assistance, d'avoir une coopération qui vous permet, n'est-ce pas, de faire face au terrorisme.
Alors, je disais tout à l'heure, dans mon raisonnement, que les questions d'environnement sécuritaire sont très, très importantes dans le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. J'en avais cité un, d'abord sur le plan interne, l'environnement interne sécuritaire. Voyez, ce qui s'est passé dans le Sahel et qui est en train de métastaser dans un certain nombre de pays. Alors, ça c'est sur le plan externe. Sur le plan interne, ce qui est important, justement, et qui rend nos pays vulnérables par rapport au terrorisme, c'est la pauvreté, c'est la gouvernance des ressources, de la démocratie, et c'est le dispositif sécuritaire, l'armée, qui est sur le plan numérique très faible. Nos armées sont à moins de 1%, aux environs de 1% de la population, là où aux États-Unis, on a 4%, n'est-ce pas? Sauf, évidemment, je dis, sauf le Sénégal et le Botswana, qui sont à niveau du point de vue professionnalisme de l'armée, équipement, etc. Voyez? Donc, il y a ces éléments-là qu'il faut résoudre pour faire face au terrorisme valablement. Et les questions donc d'environnement sécuritaire sur le plan externe et les questions d'environnement interne sur le plan sécuritaire. Donc, on ne peut pas penser que par la magie, comme ça, quelqu'un aurait-il des contacts avec des réseaux, ne peut pas, justement, régler ces questions-là, qui sont des questions majeures, qui sont des questions stratégiques, que d'ailleurs, à mon avis, un seul pays aujourd'hui du Sahel ne peut pas régler, mais qu'il faut régler dans le cadre de la CEDEAO et dans le cadre de l'Union africaine. Surtout vu la question, vu le fait que la question soit transversale et assez asymétrique également. Voilà. Et tout à l'heure, il a soulevé la question de l'environnement sécuritaire, M. Thiaw. Pour ce qui est de l'environnement sécuritaire, dans un pays comme le Burkina ou bien même d'autres pays de la zone Sahel, on voit souvent certains groupes terroristes, je ne dirais pas mieux équipés, mais qui semblent en tout cas mieux maîtriser le terrain que l'armée régulière de ce pays. Parce qu'aujourd'hui, ce sont des groupes des FDS, Forces de défense et de sécurité, qui se déplacent souvent dans ces zones avec de l'armement lourd et tout, au moment où ces groupes terroristes se déplacent avec des motos et autres qui leur permettent de se faufiler facilement et de s'échapper. Aujourd'hui, qu'est-ce qui explique ce contraste-là, si je peux l'appeler ainsi? Moi, j'estime que le Burkina Faso, d'abord, a fait ce qu'on peut considérer à notre niveau comme étant une erreur. C'est-à-dire en recrutant beaucoup de civils, les volontaires de la sécurisation, en recrutant beaucoup de civils pour faire face à une menace du genre. Bien entendu, c'est un élan patriotique, mais on s'est rendu compte qu'à travers les différentes attaques qui ont été perpétrées par les groupes terroristes, il y a eu énormément de victimes au niveau des populations civiles, parce que ce sont des civils d'abord sous-entraînés déjà, et qui n'avaient pas forcément les différentes C'était l'autorisation des milices civiles qui étaient armées pour aider à lutter contre le terrorisme. Oui. Et aussi, à travers... Sur le plan ponctuel, des décisions qui sur le plan ponctuel ont résolu un problème, mais en ont créé beaucoup d'autres. Maintenant, notamment au niveau de la zone des trois frontières, notamment la frontière entre le Mali, le Burkina et le Niger, c'est une zone où l'activité terroriste est très dense. C'est une zone où les besoins de sécurisation sont importants aussi. Parce que quand vous poursuivez un groupe terroriste, ce groupe peut facilement pénétrer la frontière et aller vers le Mali. Et après, qu'est-ce que vous faites en tant que force de défense et de sécurité? Est-ce que vous allez vers le Mali pour les traquer jusque-là? Pas forcément. Ou ils bifurquent à droite pour aller vers le Niger. Et le Niger, dans cette zone, elle est une zone aussi très, très chaude. Vous voyez. Donc, déjà, ils ont un problème de moyens, d'effectifs d'abord, ensuite de moyens face à une zone très vaste, 3 fois plus grande que la France. Vous voyez. Donc, pour sécuriser cette zone, le Burkina Faso d'abord, mais aussi toute la zone du Sahel, pour endiguer la menace terroriste, il faut d'abord coopérer entre États et faire en sorte que cette coopération puisse se traduire au plan international, au niveau de l'Union africaine, au niveau de la CEDEAO et même, s'il le faut,
avoir le soutien d'organismes internationaux. Et M. Ning, selon le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba, lutter efficacement contre les groupes terroristes passe aussi par la réussite de cette réconciliation nationale dans le pays. Mais cela doit-il juste être l'affaire d'anciens chefs d'État ou doit-on aussi impliquer d'autres acteurs, qu'ils soient politiques ou de la société civile ou même les autorités religieuses et coutumières? Tout à fait. Cela doit être moins l'affaire d'un chef d'État, d'un ancien chef d'État, que l'affaire des acteurs internes, des différents acteurs, les autorités religieuses, la société civile, les acteurs politiques, les institutionnels, les privés, même le secteur privé a intérêt parce qu'il ne peut pas travailler. L'économie s'arrête quelque part quand il y a des menaces comme ça, etc. Donc c'est tous ces acteurs-là qu'il faut associer pour avoir une bonne dynamique de paix, une bonne dynamique de réconciliation qui peut contribuer à la lutte, non seulement à stabiliser le pays, à refonder les institutions, mais à faire face au terrorisme, aux différentes menaces d'ailleurs, qui sont de nouvelles menaces. Et M. Thiaw, selon le médiateur de la CEDEAO au Burkina, Mahamadou Issoufou, l'ancien président du Niger, les autorités de transition se disent engagées pour 2 ans de transition. Je rappelle qu'ils avaient proposé initialement 36 mois qui ont été refusés par la CEDEAO, mais ils se sont engagés devant le médiateur au Burkina de la CEDEAO à faire 24 mois. Une décision que la CEDEAO attend attend toujours puisqu'ils doivent acter cela sur écrit. Aujourd'hui, quelle priorité pour ces 2 ans de transition? D'abord la sécurisation. Au-delà de la question sécuritaire, bien sûr. Oui, d'abord la sécurisation, oui, faire en sorte que les attaques terroristes que le pays a subies depuis de nombreuses années maintenant, parce que même 1 an, c'est beaucoup, à moins de parler de plus de 7 ans d'attaques terroristes ayant entraîné plusieurs milliers de morts, il faut d'abord faire en sorte que le pays soit stable sur le plan sécuritaire. Maintenant, le Burkina, contrairement à la Guinée que l'on a évoqué tout à l'heure, a des institutions beaucoup plus installées et fortes que la Guinée. Donc il n'y a pas beaucoup de travail de fond à faire sur ce plan, mais tout simplement essayer de rassurer la population sur l'impératif de parvenir à une certaine stabilité dans plusieurs zones du Burkina. Parce qu'on s'est rendu compte que, d'après les chiffres, il y a eu plus de 1 200 000 déplacés de Burkinabés qui ont dû fuir le pays pour aller se réfugier vers le Mali ou vers la Côte d'Ivoire. Et ça, d'abord, c'est un impératif de faire en sorte que ces populations puissent trouver des conditions favorables pour un retour au pays, d'abord. Et pour ces conditions favorables, pourrait-on assister à une négociation entre le pouvoir de transition et les groupes terroristes pour un retour de la stabilité? On dit souvent qu'on ne négocie pas avec les terroristes, mais officiellement, bien entendu. Mais quand même, il faudrait trouver des solutions de fond. Parce que quand on parle de gestion, il faut toujours miser sur une gestion horizontale qui prend en compte les différentes sensibilités. Comme on dit en sciences politiques, toute analyse qui ne prend pas en compte les différentes variables sociales, historiques, culturelles et dénudées de sens. Donc, je crois qu'il faut mettre en contribution l'ensemble des acteurs burkinabés, comme l'a évoqué tout à l'heure M. Ning, la société civile, les politiques, les privés, etc. Parce qu'on ne peut pas développer un pays, on ne peut pas travailler pour un pays si on ne met pas en contribution ces différents fils. Et le terrorisme trouve comme terreau fertile la pauvreté. Dans certaines zones du Burkina Faso, on sait qu'il règne une pauvreté endémique. Il faudrait peut-être, à travers des politiques courageuses et de développement, parvenir à résoudre, histoire d'endiguer plus durablement mettre sur pied des politiques courageuses de développement, trouver de l'emploi aux jeunes et impliquer toutes les franges de la population pour la résolution de cette question sécuritaire, que ce soit au Burkina, dans le Sahel ou bien dans les zones africaines affectées. Nous en sommes malheureusement à la fin de cette émission. Je rappelle que nous recevions M. Djibril Ning, analyste politique et membre de la société civile sénégalaise. Merci d'avoir été avec nous. Merci Daouda, ça a été un plaisir. Tout le plaisir est pour moi. Merci également à M. Pape Ousmane Thiaw qui en est à sa première participation au débrief. Vous êtes doctorant en sciences politiques et spécialiste également des questions de sécurité. Merci d'avoir bien voulu partager ce plateau avec nous. Merci M. Sow et merci aussi à mon co-invité.
Merci également à vous qui nous suivez. Merci à l'équipe technique pour les facilitations et la réalisation de cette émission. Et très bonne suite de programme sur nos antennes.